et je vais vous demander de vous présenter. Alors, moi c'est Wali Diawara, j'ai 43 ans et mauritanien, franco-mauritanien, parce que je suis aussi français. Et donc je suis en France, je travaille à l'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Depuis 13 ans maintenant, je suis le directeur des services et moyens généraux au siège. Père de famille, marié, 3 enfants. Et président de l'association LEAD, Ensemble pour l'espoir et le développement, depuis maintenant bientôt 5 ans. LEAD France, LEAD Mauritanie, LEAD les deux? Les deux. Les deux. Mais on parlera des perspectives et de ce qu'on prévoit dans l'organisation. D'accord, ok. D'accord, donc est-ce que tu peux me parler un peu de tes débuts dans la vie associative Soninké? Comment tu as commencé en fait? Alors, moi j'ai démarré dans la vie associative en 2012. En 2012, parce que moi je suis venu en France pour faire des études. J'étais étudiant et je ne connaissais pas la vie associative jusqu'en 2012 où les jeunes de Bouly sont venus me voir. J'ai raconté l'histoire à mon collègue qui est à côté de moi, c'était tout à l'heure. Il voulait, parce que l'ancienne génération cherchait des personnes qui peuvent prendre la relève justement de leur engagement depuis plusieurs années. Et ils étaient inquiets du fait que les jeunes ne s'engagent pas suffisamment. Et c'est à ce titre-là que les jeunes de Bouly sont venus me voir en me demandant si on pouvait s'engager et si je pouvais s'engager avec eux. Et ça a démarré par l'association de Bouly qui s'appelait ABDI et dans laquelle je me suis engagé, pendant 3 ans. Et ces 3 années ont été riches parce que je me suis engagé pas à demi-mesure, mais à plus de 100%. Parce que c'est l'engagement qu'on a pris auprès de nos papas, qu'on allait tout faire pour essayer de faire en sorte que on puisse prendre la relève et en tout cas apprendre à leur côté. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec la ville de Bervilliers, d'autres partenaires sur un certain nombre de projets. Et c'est de cette manière-là que mon engagement associatif est né. D'accord. Juste une petite parenthèse, mais c'est quoi ton rapport avec Hadiatou Diawara? Vous êtes proche? C'est mon grand-père. Enfin, dans notre hiérarchie familiale, il y a les tontons, ils sont nombreux, il y a les grands-pères, ils sont nombreux. Et ma famille est issue de leur famille. Et donc, quand une famille elle devient importante, alors elle se disloque parce que certains vous quittent parce qu'on n'est pas suffisamment, on peut pas se loger suffisamment dans la même dans la même maison et d'autres se délocalisent ailleurs. Mais c'est de la famille très très proche. D'accord, ok. Hadiatou. D'accord, donc tu t'es engagé dans l'ABDI. Alors, sur tes 3 ans d'expérience là-dedans, qu'est-ce que tu as constaté à la fois comme les points forts, mais aussi peut-être les points faibles de la manière de fonctionner? Alors, les points forts, ce que je peux dire, c'est que la génération précédente a pu construire en dehors de ce qui peut être dans un système où ils n'ont pas, qui est frappé par l'analphabétisme. C'est pas ce qui dirigeait jusqu'à présent n'étaient pas des acteurs de la vie, enfin des acteurs qui avaient fait des études. Et donc on pouvait, quand on prenait, en tout cas moi quand je suis arrivé, j'ai fait ce rapport très rapide en disant il n'y a pas rien écrit. Pourtant, des choses ont été faites, beaucoup. Et donc, l'engagement était, comme est l'Afrique, l'engagement est verbal, et je dirais, rien n'est écrit, on le sait, mais voilà, il n'y a pas de trace. Et moi, dans mon parcours scolaire et universitaire, on doit tout écrire. Et donc, c'est la grande différence, c'est ce qui m'a frappé. C'est aussi parce qu'on est aussi dans un monde moderne, on est en France, tout est tracé, tout est écrit, tout est raconté, il y a l'histoire, il y a même le futur.
ce qu'on doit prévoir dans quelques années. Il faut l'écrire, le prévisionnel. Et ça, c'est des choses que je n'ai pas trouvées. Mais je me dis quelque part aussi, ça veut dire qu'ils ont fait tellement de choses. Ils ont construit des centres de santé, ils ont construit des puits, ils ont fait des digues, ils ont fait tout un tas de choses qui ont permis à nos localités de résister à un certain nombre de phénomènes difficiles de la vie courante. Sauf que c'est pas dans ma conception, moi j'ai dans mon rapport au travail, c'est pas de la même manière. Mais c'est quoi ta formation, si tu peux expliquer? Alors moi je suis venu en France pour faire la médecine, mais j'ai dévié parce que j'étais passionné par les transports, parce que moi ce qui m'intéressait d'abord c'était pas forcément tout le monde voulait que je fasse des études de médecine, mais qu'est-ce que je voulais moi? C'est ce qui compte pour moi, c'est pas ce que les autres veulent. Et même si voilà, avec le recul, j'aurais aimé. Et donc finalement, je voulais faire le transport aérien. J'étais passionné par l'aérien. Et donc du coup, j'ai passé une année, je me dis, bon, ben, ce que j'aime faire, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai fait les salons, je suis tombé sur la logistique. Donc je fais, parce qu'il y avait, la logistique, c'est tous les modes de transport. C'est la manière de transporter la marchandise ou les êtres humains d'un point A à un point B. Point. Et ça m'intéressait énormément, ce processus-là et cette science. Et donc du coup, je me suis dit, ben, je vais faire la logistique. Donc je l'ai fait, j'ai fait un DUT, une maîtrise, et en 2009 j'ai fait un master, un troisième cycle, en management de la fonction achat, parce que dans tout mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans la logistique, mais logistique qui dit aussi quelque part un peu d'activité dans les achats. Et j'avais une responsabilité de responsable achat et approvisionnement à l'AFPA en 2005, et je me suis dit peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Donc j'ai fait un troisième cycle à l'école de commerce de Grenoble, et donc j'ai fait un bac+6 en management de la fonction achat. D'accord, donc un bac+6 en management d'achat, passe 3 ans à l'Abdi dans l'association de Bouli. Alors, mis à part le fait que rien n'est écrit, quels sont les autres constats que vous avez faits sur le fonctionnement? L'essoufflement. Au moment où j'arrive, je me dis, il y a un essoufflement. Et l'essoufflement, il est constaté par le fait que les anciens se disent, il nous faut de la relève. Et ça, c'est un signe. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués, ils voient que on est en train de passer, il y a une transformation qui se prépare. Parce qu'on est dans un monde numérique aujourd'hui. Et eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc, il faut peut-être changer de cap et faire autre chose, autrement. Et c'est cet autrement que moi je suis venu faire. Je ne suis pas venu faire de la continuité. La continuité dans les rapports avec les partenaires, la continuité dans les projets, mais d'une autre manière. Gagner en crédibilité, parce qu'on ne l'avait pas. C'était pas. J'avais fait beaucoup de dossiers de financement, ce que j'ai remarqué, et c'est ce qui m'a poussé à dire il faut une transformation majeure. Je fais des dossiers de financement, des appels d'offres auprès de la SNCF, tout un tas d'appels à projets, mais au bout du bout, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que les financeurs veulent avoir un certain nombre de dossiers solides, et c'est ce qu'on n'avait pas. Et donc il fallait, pendant ces 3 ans-là, rendre crédible l'association avec des données, avec un historique, avec des projets qui ont été réalisés, avec un prévisionnel, savoir ce qu'on veut faire dans le futur. Donc ça, c'est vraiment le constat le plus amer que moi je fais. Et ça m'a beaucoup appris. Et j'ai essayé d'insuffler cette transformation aux gens. Et là, c'est l'autre constat. C'est on n'était pas prêt. Pourquoi? Parce que passer d'une manière de faire à une autre manière qui est totalement peut-être différente, avec des exigences en termes de gestion, en termes de communication, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, une crédibilité qu'il faudra gagner auprès des partenaires qui étaient là depuis longtemps, mais qu'il faudra montrer qu'il y a une nouvelle génération qui peut prendre les choses d'une autre manière beaucoup plus précise. Donc ça, c'est des choses qui m'ont frappé, et c'est vraiment le constat que j'ai fait de cet essoufflement qui est dû aussi à cette globalisation du monde. C'est pas venu comme ça. Aujourd'hui, même si on veut faire du nettoyage,
un travail de nettoyage et on vous demande des diplômes, on vous demande une formation. Donc c'est pour vous dire que l'immigré qui était là depuis longtemps et qui considérait que son travail n'avait pas besoin de qualification professionnelle ou de formation professionnelle, aujourd'hui on lui exige cela. Donc ça veut dire que c'est pareil pour tout. Donc tout passera par la même étape. Et c'est ça. Moi je l'ai compris parce que j'ai discuté avec beaucoup de partenaires, mais la génération qui était là avant, c'est difficile pour eux de rentrer dans cette conception-là. Ok, d'accord. Donc ça c'est 3 ans dans l'Abdi que vous avez travaillé. Oui. Vous avez essayé de rallier les jeunes, vous avez essayé de communiquer mieux. Oui. Comment ça s'est passé? Alors moi je dirais que c'est vraiment 3 ans qui m'ont... On a beaucoup travaillé avec les jeunes. Moi j'ai créé tout un tas de choses, à la fois parce que je me dis il y a 2 éléments qu'il faudra essayer de bâtir. D'abord, créer l'engouement pour la vie associative. L'immigré, il est en France d'abord pour lui. Et ça, c'est difficile de l'avouer. On n'est pas là pour les autres, on est là pour soi-même, pour sa famille. Et la communauté, au village, revient peut-être en 3e ou 4e position de nos préoccupations. Moi, je le dis clairement. On est là pour soi, pour améliorer notre propre situation, pour sa famille, pour ses enfants, pour son père, pour sa mère. On est là alors pour ses frères, parce que la suite, comment les faire venir en France, comment trouver des solutions pour eux, pour améliorer leur vie, d'abord. Et la communauté, la préoccupation de la communauté, ça revient voilà, en position, je dirais en 4e position pour moi. Et donc, de quelle manière il faut créer l'engouement pour que les gens se disent, et ça fait partie des changements, que si ma vie, elle devait être améliorée, il faut que les autres aussi aient quelque chose. Il faut que la société, chacun, trouve sa place. Et j'appelle ça les développements solidaires. Je ne peux pas simplement me développer moi et le reste de la communauté rame derrière. Non, on doit être solidaire pour permettre à ce que chacun de nous puisse aller de l'avant. Et puisque si tout le monde obtient quelque chose, eh bien on va pouvoir se développer tous ensemble. Dans un village de 4000 habitants, si vous n'en avez que 2 riches, ça ne va pas. C'est une inquiétude grave. Ça veut dire que les richesses sont à la fois, je ne parle même pas de partage de richesses, mais il n'y a pas d'équité dans le traitement et dans la vie courante des autres qui vivent dans ce village. Donc, il faut faire en sorte que nous qui sommes venus en France, où nous avons eu cette capacité ou bien cette chance d'améliorer la vie de nos familles, il faut qu'on pense aux autres pour qu'on puisse faire en sorte que chacun se relève un petit peu. Donc en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de développement économique. Donc il faut faire en sorte de créer des projets pour que les autres aussi puissent en avoir un peu. Et à ce moment-là, on peut parler de développement, on peut parler d'équité. Et ça, malgré... C'est pourquoi dans la vie associative, dans les localités, il y a souvent, on dit, ben, il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, qui gèrent l'association du village. Mais c'est cette conception, parce que l'immigré est venu d'abord pour soi. Donc, par contre, il faut lui mettre dans le crâne que si lui, il veut se développer, ben, il faut qu'à côté, ça se développe. Sinon, son développement n'ira pas loin. Et ça, pour moi, c'était l'objet même de ce qu'il fallait faire. Il fallait d'abord dire aux jeunes, engagez-vous. Engagez-vous, vous avez la chance d'être en France. Je prends l'exemple de la santé. Vous êtes en France, quand vous êtes arrivé, vous êtes des sans-papiers. Par contre, l'État français, avec ses dispositifs d'aide médicale et des CMI, vous donne la possibilité de vous soigner. Ça vous fait réfléchir. Il faut que ça vous fasse réfléchir. Essayons, nous, dans ce que nous faisons, de donner un peu de ce que nous avons reçu à nos populations. En tout cas, d'essayer d'imiter un certain nombre de choses, d'organisations qui ont été faites ici. Donc tout le travail se reposait sur, d'abord, mobiliser, recréer les conditions pour que les gens puissent aimer, puissent se dire c'est important la vie associative. Donc on a fait, pour les jeunes, on a créé un tournoi de football, on a fait en sorte que quand ils viennent, on dit, bah, écoutez, il n'y a pas que le football dans la vie, il y a aussi
les populations qui sont là-bas. On a des vrais projets sur lesquels on travaille. Bouli est en danger parce qu'il y a des phénomènes climatiques qui nous atteignent maintenant. Donc il faut travailler sur comment on fait des rétentions d'eau, comment on construit l'école, comment on construit nos systèmes de santé, comment participons à tout cela. On a fait des journées culturelles pour essayer de faire en sorte que, au-delà de Bouli, d'autres personnes participent. Tout ça pour montrer d'abord, dans une journée culturelle, qu'est-ce qu'on montre? On montre d'abord les projets qu'on fait. On fait des débats, on fait des conférences, on montre ce qu'on est en train de faire, les projets. Donc tout ça pour essayer de créer l'engouement. On montre ce qui ne va pas dans nos localités. On fait un diagnostic, on montre par des vidéos, par autre chose. Et c'est ce travail-là, en tout cas, que moi j'ai essayé de faire pendant ces 3 ans-là, avec tous les projets qui peuvent en découler derrière. Tu peux parler 2 secondes sur ta génération parce que tu n'es pas le seul à avoir fait des études. Vous êtes quoi de la génère maintenant? Oui, voilà, j'ai 43 ans. Voilà, donc vous êtes plusieurs quand même à avoir fait. Ça a bougé les choses au niveau de la manière que vous parlez sur le Guinimaka, sur les Sédibabi, sur... Alors, je veux dire, aujourd'hui, c'est difficile parce que je suis pas tendre avec cette génération-là. Parce que quand on a la chance d'avoir fait des études, quand on a la chance d'avoir voyagé, quand on a la chance d'être venu en France, d'avoir vu comment ces pays se transforment, ces développements qui s'amorcent, comment on peut être à ce point-là distant. Je trouve que ma génération, elle est distante. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris les enjeux. C'était à nous de nous engager. C'est à nous, parce qu'on a été à l'école, parce qu'on a voyagé, parce qu'on a vu des expériences, parce qu'on a une expérience, on devait absolument nous engager. Mais ce n'est pas le cas. Parce que si on prend rien que moi, on prend rien que Bouli, on doit être combien? Peut-être une quarantaine de personnes qui sont diplômées ici, dans une localité de quoi? De 6 000, 7 000 habitants, dans une zone rurale. Je dis ces chiffres-là, ça se trouve qu'il y en a beaucoup plus. Il y a des cadres, il y a des gens qui dirigent des entreprises, il y a des gens qui ont créé leur boîte. Enfin, mais on n'est pas suffisamment nombreux dans la vie associative. Parce que ce que je dis toujours, c'est ça, c'est mon diagnostic, c'est que nous ne sommes pas là pour la communauté. Et ça, c'est très grave. Et c'est pourquoi je félicite tous les gens qui ont pu, jusqu'à présent, porter les projets de nos villages. Moi, quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, j'avais 10 ans, j'étais au collège, je voyais des missions qui venaient de France, avec des gens comme Doulo Fofana, comme Hadiatou Diawara, qui venaient avec des infirmiers, des sages-femmes, qui faisaient ce qu'ils avaient à faire, et qui ont construit des centres de santé, qui ont construit des écoles dans lesquelles nous avons été, des tables bancs, on était par terre, on avait des tables bancs, on avait tout un tas de choses. Donc, je suis admiratif. Et les gens qui ont obtenu ça, et qui ont eu l'occasion d'aller à l'école, et on sait à quel point, quand on vient en France, à quel point aller à l'école est un privilège. Et quand on a été à l'école, quand on a des diplômes, quand on sait tout ça, et qu'on ne s'engage pas pour sa communauté, et pour moi c'est très grave. On n'a rien compris à la vie. Le meilleur d'entre nous, c'est pas celui qui a fait bouffer toute sa famille toute sa vie, c'est pas celui qui a construit des buildings, c'est pas celui qui a fait en sorte qu'il a fait venir toute sa famille en France. C'est pas une réussite. La réussite, c'est quand on a pensé aux voisins. C'est quand on a aimé les autres. Et ma génération, elle a été défaillante. Elle ne pense qu'à elle. Elle n'a pas pris la relève. Elle n'a pas compris les enjeux. On a des débats aujourd'hui qui sont des débats de société qui sont en train de miner la vie de nos concitoyens, alors que des gens souffrent. Les enfants ne partent pas à l'école. Par localité, on peut trouver à minima, je dis la fourchette basse, 400 enfants qui ne partent pas à l'école parce qu'il n'y a pas de place, parce que l'école n'est pas sélectionnée. La norme, tout simplement. Et c'était à nous de faire cela. Et suffisamment, on ne l'a pas fait. Heureusement, il y a quelques exceptions. Il y a des exceptions. Il y a Ibrahim Diabaraté, il y a Ismaël Silla que tu viens de dire, il y a, comment ça s'appelle, de Tachot Camara. Il y a des jeunes, autour de l'ID, on en parlera, il y a beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont vu des résultats aussi, et c'était peut-être les modes de fonctionnement qui faisaient que, bon, certains n'étaient pas intéressés, parce que
Nous, quand on allait dans les foyers, on disait aux migrants, nous sommes en train de travailler sur un dispositif d'aide médicale dans vos localités, il faut adhérer. Le développement commence par vous. Si vous voulez développer vos localités, n'attendez pas que le contribuable français paye votre système de santé ou votre éducation, c'est à vous de le faire. La massification de nos moyens financiers, si c'est 1 euro, ça le fait. Et ces résultats-là font que on obtient l'engagement des jeunes, des moins jeunes, et qui disent, ben oui, parce qu'avant on n'avait pas vu de résultats. Mais pour avoir des résultats avant, mais il fallait vous engager. Ok. Je fais une pause, Wally, parce que je veux pas... Passons un petit peu au processus de développement du lead, l'idée du lead, là. Ça vient d'où cette idée-là? Alors l'idée du lead est née justement de l'expérience qu'on a eue de façon collective avec un certain nombre de jeunes, de notre expérience tirée des 3 années au sein de ABDI. Les enjeux à l'époque, c'était moi j'ai travaillé pendant 3 ans au sein d'ABDI, je me suis dit il y a quelque chose qu'il faut transformer. Et dans cette construction de comment on peut avoir une organisation crédible, il y a d'abord les associations communautaires. Je me dis dans ma tête, j'ai proposé au village en disant mais nous sommes arrivés à une époque où il faut élargir le champ de notre périmètre d'action. On ne peut plus simplement, c'est ce qui existe aujourd'hui et c'est ce qui a toujours existé. Dans un même village, vous en avez 5 associations. Une perte d'énergie, on n'a pas de massification des projets, chacun travaille sur les mêmes. Quand on regarde dans les statuts de chaque association, on voit développement économique, santé, éducation, agriculture. Toujours la même chose. On ne peut pas. C'est une déperdition d'énergie qu'il faut récupérer. Et pour cela, mais ils n'étaient pas prêts. Les anciens, ils n'étaient pas prêts. Mais on s'est dit maintenant, ce qu'il faut faire, c'est notre responsabilité de ne pas baisser les bras. De se dire, vous jeunes, essayons d'imaginer autrement la vie associative. Imaginez autrement. Créer une organisation qui n'a pas de localité, qui n'est pas affiliée ni à Bouli, ni à Dafor, ni à Selibabi, ni à qui que ce soit. Essayons de réfléchir autrement. On a compris que pour se développer, il faut que nous prenions la main. Pas simplement les migrants, mais les populations, les bénéficiaires. Vous qui êtes aidés, c'est fini. Jamais au monde, on a vu un développement qui arrive par l'aide au développement. Jamais. Ce n'est pas l'immigré en France qui va pouvoir développer les localités. Ça fait combien d'années que ça existe? Jusqu'à présent, à chaque fois quand on se rend dans nos villages, on se dit mais c'est pas possible. On a l'impression qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de système de santé. Les centres de santé qui ont été construits sont quasiment en ruine. Les écoles sont en ruine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons l'habitude de se faire assister, parce que nous avons l'habitude de se faire financer, et les personnes ou les gens qui viennent financer construisent des ouvrages et partent, et la population ne se sent pas intéressée, concernée. Mais si nous réfléchissons autrement, nous faisons en sorte que le financement des dispositifs se réalise par les bénéficiaires, parce qu'ils sont partie prenante, parce qu'ils sont financeurs, eh bien, à ce moment-là, ils feront attention aux ouvrages. Et ils pourront réfléchir à faire en sorte que leurs problèmes, leurs besoins, on puisse trouver des solutions, mais avec eux. Même si l'idée vient de nous, qui sommes migrants en France, nous allons bouleverser la hiérarchie de la décision associative, de la prise de l'activité, de la vie associative. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus simplement se dire, on va financer des projets pour nos villages en les réfléchissant d'ici, en France. En disant, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Non, c'est eux qui connaissent leurs besoins. Moi, ça fait 20 ans que je suis en France. 20 ans, qu'est-ce que je sais de la vie de ceux qui sont au pays? C'est à eux de me dire. Je dois aller les rencontrer. C'est à eux de dire de quelle manière, de quoi nous avons besoin.
moi je peux dire avec mon expérience, de quelle manière on doit les traiter. Comment je peux m'engager avec vous pour le faire. Mais la vieille rengaine depuis des années, depuis les années 30, depuis les années 40, depuis que l'immigration existe, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut absolument que nous participons au financement de nos activités et de nos besoins. Donc c'est de cette manière-là qu'est née LEAD. Elle est née sur la base, sur le fondement que le développement ne peut se réaliser que lorsque nous sommes nous-mêmes engagés, à la fois que ce soit le financement, le portage de projets. Cela n'exclut pas du tout l'aide qu'on peut développer. Mais avant même de tendre la main, il faut d'abord soi-même participer. C'est ça l'idée de base. C'est à peu près quelle période ça? Dès 2015. 2015. En 2015, en août 2015, on a commencé à bâtir justement cette réflexion-là en disant il faut créer une organisation qui n'a pas de village. C'était qui le petit cercle qui a démarré? C'est moi et les jeunes qui travaillaient à Bouli. Avec moi à Bouli. Et ce qu'on a imaginé derrière pour avoir les autres villages, on a créé un tournoi de football en 2015. On s'est dit, nous allons faire une expérimentation. Comment on peut réunir dans un même périmètre tous les autres villages. Si j'avais pris mon bâton de pèlerin en allant voir toutes les localités, en disant je vais créer une association, je vais faire une ONG, on va tous être dedans, Bouli, Dafor, plus de frontières entre nous, on essaie de travailler tous ensemble, massifier nos projets, massifier les moyens financiers, massifier les moyens intellectuels. On a déjà vu ça. Il y a des associations, il y a des fédérations, il y a tout un tas de choses. Voilà. Voilà. Mais il fallait trouver une méthode pour que on puisse créer justement une sorte de mobilisation et de rassemblement autour de ce projet-là. Et on a fait par le sport. On a fait un tournoi de football. On a dit, bon, en France, il n'existe pas de tournoi de football intervillage. Et on a vu que la première année, il y avait 16 villages qui sont venus et qui ont participé au tournoi de football et qui ont, à la ville d'Aubervilliers, et il y avait, au bilan de fin d'année, il y avait à peu près 5000 personnes qui ont fréquenté le stade, qui sont venues. Et ça, à ce moment-là, on s'est dit, mais... Tous de Salibabi ou c'était un peu... Non, il y avait tous les villages, quasiment, beaucoup il y avait, tout le monde venait. Même ceux qui n'avaient pas d'équipe représentée, dans les autres localités, venaient. Donc on a commencé à créer une relation. On s'est dit, mais dans ce cas, juste après le tournoi, on a imaginé à transformer LEAD en disant, voilà, on a vu de quelle manière on peut obtenir des jeunes. Nous avons remarqué qu'il y avait Hadiatou Camara qui était à Dafor, qu'il y avait Ibrahim Diabaté qui était à Wompu, qu'il y avait Dienaba Camara qui était à Dafor, voilà. On a imaginé, on s'est dit, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'on commence à travailler en disant à ces jeunes-là, maintenant réfléchissons ensemble sur un autre dispositif qui n'a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui dans nos villages. Toutes les associations qu'on a, c'est des associations communautaires qui tiennent compte, une association booléenne pour le développement. Les gens de Dafor, ils ne viendront jamais dans cette association. Parce qu'ils considéreront, parce qu'on a cette fierté de dire, c'est mon c'est le village de Bouli. Même LEAD a souffert pendant au moins 2 ans de ça. Parce que les fondateurs viennent de Bouli. Et bien les autres se disent, mais oui, c'est l'association de Bouli. Mais les activités sont déployées dans toutes les localités. C'était l'argument qu'on avait. Arrêtez de réfléchir comme ça. Je sais que c'est difficile, que la transformation, que le mode de compréhension, que des jeunes de Bouli se disent, Bouli seul ne peut pas se développer dans le Guidimara ou dans la Mauritanie, ça n'a pas de sens. Pour que Bouli se développe dans la même idée que moi seul je ne peux pas me développer, je dois aider les autres, c'est la même chose. Bouli ne peut pas aller de l'avant s'il n'y a pas d'Aguili à côté, s'il n'y a pas d'Afor à côté. Pour pérenniser les actions, il faut une mobilisation globale. Parce qu'on a les mêmes besoins, l'école, la santé et le développement économique. Donc, si Daguili a les mêmes besoins, si Bouli a les mêmes besoins, si Dafor a les mêmes besoins, créer cette massification des projets. Pourquoi ne pas travailler tous ensemble pour essayer d'élargir les champs d'activité et les possibilités aussi de créer une organisation crédible qui puisse aller au-delà de ce qu'on peut nous-mêmes imaginer. Voilà de cette manière qu'on a essayé d'obtenir les jeunes, de créer justement cet élargissement et de passer à ce que c'est aujourd'hui LEAD. Enfin, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des boutiques LEAD un peu partout. Il y a Salibabi, c'est pas seulement à Bouli qu'il y a des structures où c'est marqué LEAD avec les gros lettres verts. Bien sûr. Vous avez réussi à une implantation. Mais
c'était quoi les premières activités, mis à part la popularisation et la mobilisation des jeunes par le foot, vos premiers travaux en tant que travaux, investissement en tant qu'investissement, c'était quoi? Alors, ce que je viens de raconter, c'est uniquement sur la mobilisation et la méthode pour construire l'ID. Oui. Et après, derrière, c'était qu'est-ce qu'il fallait faire? On avait le diagnostic. Ce qu'on constate de chez nous, c'est que vous demandez à quelle que soit la personne, vous lui dites qu'est-ce qui ne va pas dans votre localité, ou qu'est-ce qui ne va pas au Guinée-Maroc, ou qu'est-ce qui ne va pas en Mauritanie. Il va vous raconter le même diagnostic que tout le monde va raconter. Et il peut le faire pendant 1 heure de temps, 2 heures. Il peut faire un bouquin sur le diagnostic. Et on se dit, stop, nous connaissons le diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des problèmes. Bon, on a commencé par la santé. La première année, on a commencé par une expérimentation à Bouli d'un dispositif d'aide médicale. On s'est dit, dans une localité où il n'y a pas, où le système, il y a des centres de santé, et que dans ces centres de santé, nous remarquons que beaucoup de femmes accouchent encore dans les familles, dans les maisons. Que les évacuations sanitaires, quand quelqu'un est malade, pour le transporter dans un hôpital, ben, on lui demande 45 €. Et s'il n'a pas ces 45 €, il est censé crever sur place. Nous n'avons pas le droit parce que nous avons vécu une expérience autre en France. On ne doit pas demander à quelqu'un qui est malade, qui doit être évacué, regarde ta poche si tu as de l'argent, sinon tu crèves sur place. C'est impossible, impensable. Donc, essayons de créer un dispositif d'aide médicale qui, dans un premier temps, on l'a déployé à Bouli et qui prenait en charge quoi? Les consultations médicales pour toute la population. Pourquoi? Parce que nous avons mis au cœur la prévention. Beaucoup de gens nous disaient, je ne pars pas dans les centres de santé parce qu'ils vont me demander de payer 3 €, 4 €. Je les convertis en Ouguiya, hein. 200 Ouguiya, 150 Ouguiya. On me demande. Donc, je ne peux pas aller dans le centre de santé. On s'est dit, mais si on veut minimiser les coûts de santé, il faut la prise en charge, il faut la prévention. Donc, j'ai mal à la tête. Ben, on ne sait pas. J'ai des fourmis, hein, j'en sais rien. C'est peut-être une crise cardiaque, j'en sais rien. Mais il faut aller consulter avant que ça n'aille plus loin. Donc, faisons en sorte qu'on arrive à démocratiser la consultation médicale par la gratuité de la consultation. Pour toutes les populations, quels que soient tous les habitants de Bouli, mais toutes les personnes qui fréquentent le centre de santé. La maternité, nous avons travaillé avec la direction régionale de santé. On s'est dit, mais on veut que toutes les femmes, que ce soit des femmes riches ou pauvres, puissent accéder au centre de santé, à la maternité, à l'échographie, parce qu'on a vu qu'il y a des femmes qui perdent la vie en donnant la vie, et c'est inadmissible dans notre époque aujourd'hui. On doit tout faire pour que les femmes puissent être suivies du début de la grossesse jusqu'à la fin. On a pris ça en charge en payant une sage-femme mensuellement avec un salaire. Et de l'autre côté, on s'est dit, mais désormais, on va faire un recensement de la population sur la base de à peu près 4 critères. Les populations qui sont indigentes, qui n'ont pas les moyens, on va leur donner une carte de santé. Et on a créé tout un tas de dispositifs, d'outils qu'on a mis au centre de santé, des cartes de santé, des registres, qui font que, à travers ces critères, on a Bouli à peu près 800 personnes qui sont en extrême pauvreté, qui n'ont pas les moyens de vraiment subvenir à leurs besoins, à fortiori d'aller dans un centre de santé payer une ordonnance. On leur a donné des cartes de santé et quand ils sont malades, ils se rendent dans le centre de santé. Avec la carte, ils ont la prise en charge intégrale à la fois de la consultation jusqu'à la pharmacie. Donc ça, on l'a expérimenté pendant 1 an à Bouli. On s'est rendu compte que tous ces dispositifs, pour les financer, dans une localité comme Bouli, 8000 habitants, plus tous les environnants, des gens qui viennent de Kalignoro au Mali, qui viennent de Kalignoro en Mauritanie, qui viennent de Tessibi, toutes ces personnes au Mali, Tessibi, toutes ces personnes, la prise en charge est d'à peu près 800 € par mois, par mois, 800 €. 800 €. L'évacuation sanitaire, donc le peu de personnes qu'il faut évacuer quand le centre de santé ne peut plus faire face à leur pathologie, il faut les transporter. Mais on s'est dit, c'est quasiment dérisoire pour près de 1000 personnes de Bouli qui habitent ici en France. Le rapport, il est comment? 800
Ça équivaut à combien? Ça équivaut à 5 € par mois et par personne pour 160 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a une méthode. On a trouvé l'indicateur qu'il faut. On a été voir. On dit désormais, il va falloir aller chercher des adhérents dans tous les foyers et leur raconter ce phénomène en disant qu'on peut prendre en charge votre système de santé si vous participez. Nous avons besoin de 160 adhérents. Quand on a 160 adhérents à chaque fois, on peut protéger une localité. Parce que Bouli fait partie des grosses localités. Nous avons mis en place des indicateurs un peu pour corriger en fonction de la localité combien de personnes il y a besoin. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on a commencé à étendre le dispositif dans plusieurs localités. Une fois que ça, c'est du palpable, c'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est pas de la théorie, c'est des gens qui ont vu et qui sont allés dans des centres de santé, qui sont allés se soigner, des évacuations sanitaires, des immigrés qui vivent en France, qui ont vu leur famille se faire transporter, on ne leur demande plus rien. Ils se disent, mais on veut bien participer. Et donc, c'est ça qui a fait que, au fur et à mesure, nous avons commencé à mettre en place des dispositifs. Donc ça, c'était la partie santé, mais sur la... C'est l'adhésion de la population, je suppose, hein, oui. Qui va avec. Oui, c'est l'adhésion de la population qui va avec. Parce que la population cherche quoi? À résoudre leurs difficultés. Mais ils ont vu. Mais la problématique, c'était si moi j'avais les moyens et que ma famille, si elle tombe malade, ou ma femme, je la prends en charge. Mais si aussi j'ai un ami ou un parent proche qui tombe malade, qui n'a pas les moyens, ça retombe encore sur moi. Mais on vous dit, mais vous êtes doublement bénéficiaire. À la fois, il y a des services qui sont pour vos familles, mais en même temps, il y a aussi pour les autres populations qui vous sollicitaient jusqu'à présent. Et désormais, c'est toute la communauté, parce que la santé, c'est ça. C'est à l'image de la sécurité sociale en France. C'est la population qui doit la prendre en charge. C'est nous tous ensemble. Et donc, créons justement ces conditions-là pour le faire. Donc voilà, et c'est ce qui a fait que on a... Donc ça, c'est la partie, on a nommé ça le dispositif d'aide médicale pour tous. Un dispositif d'aide médicale pour tous. Mais un dispositif d'aide médicale de qualité pour tous, ça c'est la partie développement des compétences. On se rend compte qu'on a rajouté dans tout ce volet-là de santé, on a rajouté deux formations. La première, c'est on s'est dit, ben, il nous faut amorcer un dispositif de transfert des compétences. La première, c'est les infirmiers qui sont dans nos localités, qui sont là depuis 20 ans. Vous allez dans une localité, il y a des infirmiers qui sont là 25 ans. Ces infirmiers, ils n'ont jamais bénéficié d'une formation continue. Mais comment ils peuvent, avec toute la transformation aujourd'hui, toutes les maladies qui se transforment, les molécules qui changent, et de quelle manière on peut avoir la qualité de la prise en charge. Donc pour avoir la qualité de la prise en charge, nous avons imaginé un dispositif de formation ici en France, dans des hôpitaux, auprès des médecins, voilà, pour essayer, parce que on est parti de l'expérience que nous payons des machines, des équipements qui sont installés dans nos centres de santé, mais que ces équipements, quasiment, ceux qui doivent les utiliser ne savent pas comment les manipuler, ne savent pas lire une échographie, enfin, c'est dramatique, on les a payés très cher. Donc il faut faire en sorte que tous les infirmiers du Guidimara, tous les infirmiers de nos territoires d'intervention puissent bénéficier d'une formation en France. En tout cas, d'un stage de développement des compétences dans un hôpital ici. Et on l'a mis en place. Et nous sommes à notre 19e infirmier qui est en formation là. Et nous avons créé en parallèle un dispositif de formation des sages-femmes. Parce que dans nos localités, au Guidimara, pour 250 000 habitants, vous avez 14 sages-femmes. Et donc c'est une situation qui met en danger la maternité et les enfants. Et donc on doit absolument essayer de trouver des solutions. On a imaginé la formation dans chaque localité d'une personne pendant 2 ans dans les écoles de santé publique de Mauritanie, qui sont des écoles de qualité, avec qui nous avons signé une convention, et avec le ministère de la Santé, pour essayer de faire en sorte que nous puissions avoir des candidates par localité, et on les forme, et ces candidates-là restent et exercent dans leur propre localité, après la formation.
Nous avons fait, il y a 2 personnes qui sont sorties pour la promotion parce que ça prend du temps, c'est 2 ans. Et on a une autre promotion de 8 femmes, 8 sages-femmes qui sont en cours et qui finiront courant 2020 et qu'on va déployer dans des localités. Et nous allons imaginer, nous sommes en train de le faire avec celle qui vient de finir, de faire en sorte que, parce que les moyens financiers et parce que les moyens matériels et aussi les ressources humaines sont rares, nous allons massifier ça aussi. Nous allons faire en sorte que une sage-femme, elle puisse prendre Tachot, les 2 Tachot, Agoinit, Nielba, Artumo et 2 sages-femmes qui vont couvrir toute une zone. Ça suppose des transports, non? Parce que c'est sur une même axe. Un même axe qui est souvent à 5. Sur la route. Oui, sur la route. Ouais. Et on a démarré, c'est pas par hasard qu'on a démarré. Parce que quand on est à l'intérieur, quand on est à Bouli, c'est compliqué de dire on fait Bouli ou Aïdamour et ceci, et ça prend. Et on va dire d'abord dans l'axe, on va voir est-ce que la planification va porter ses fruits. Ils savent qu'il y a tant de femmes qui sont en état de grossesse à Nielba, tant de femmes qui sont en état de grossesse à Artumo. Ils planifient justement leur prise en charge, leur consultation, et à ce moment-là, ils peuvent faire un déroulement pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. On démarre à partir du mois de septembre et on verra, on en parlera plus tard, mais je pense que sur cet axe-là, ça peut fonctionner. Et on va tirer les enseignements justement de cet axe-là pour voir à l'intérieur, dans les terres pleines, comment on fait pour essayer de faire en sorte que ça puisse être pris en charge. Mais il faut expérimenter, il faut voir ce que ça va donner. Une des choses qui m'a frappé, bon, c'est une parenthèse un peu anecdotale, mais une des choses qui m'a frappé quand j'ai visité le centre de santé de Cabou, par exemple, ils ont effectivement, les Espagnols leur ont filé une ambulance pour faire l'évacuation vers les hôpitaux, mais qui est en panne. Ils n'ont pas les moyens de le réparer. C'est ça. Et ça, à chaque fois que nous faisons, quand on dit on fait en sorte que l'évacuation sanitaire puisse exister dans votre localité, c'est à la fois pour aussi la maintenance de l'ambulance. On prend la maintenance de l'ambulance. Et on se dit, mais dans une localité, mais c'est normal, Rabou, combien d'évacuations par an? Oh, une dizaine, une vingtaine. Mais pour une ambulance, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut mutualiser l'ambulance. Il faut que Rabou, Djoguntrou, Saboussere, qui sont à côté, puissent avoir accès à l'ambulance. À ce moment-là, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est faire en sorte que l'ambulance d'Afor puisse être utilisée dans d'autres localités. Et on l'a fait à Gorlaké, l'ambulance de Dafor. Gorlaké, Tektake, c'est l'ambulance de Dafor qui fait. Et ça marche très bien depuis 2017. Aucun problème. L'ambulance de Bouli fait souvent est rappelée par d'autres localités. On essaie de faire en sorte que... Parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, à la fois les moyens humains. Donc, il n'y a pas l'argent, ça manque. On n'a pas... C'est normal, c'est la vie, l'argent. Donc, on doit trouver des solutions pour massifier les besoins. Si chacun doit avoir son ambulance, et que chacun doit avoir son médecin, et que chacun doit avoir sa sage-femme, chacun doit avoir son infirmier, on n'en finit pas. C'est compliqué. Donc, il faut créer des dispositifs qui font que on arrive à mutualiser, à utiliser les mêmes moyens pour les populations. Et cette histoire de santé, parce que là vous racontez 5 ans de travail, je ne doute pas et que ça continue, ça a servi un peu de levier pour permettre d'autres types d'initiatives ou d'autres... Bien sûr, parce que qu'est-ce qui compte? C'est la communication et l'attractivité. Je suis convaincu qu'il faut, on a des besoins, ça tout le monde le sait, mais de quelle manière il faut les résoudre? Je suis convaincu qu'on ne peut pas les résoudre autrement que par eux-mêmes. Ça, c'est ce que j'ai dit depuis 5 ans. Et je suis convaincu, mais peut-être que d'autres ne sont pas convaincus, ou bien ils n'ont pas réfléchi de la même manière. Mais maintenant, de quelle manière je peux ramener à cette conviction-là? C'est tout le travail. C'est à la fois de résoudre des difficultés, donc ils les voient. Vous voyez, l'année dernière, chaque année, on fait un forum. On a démarré l'année dernière. Et désormais, ça sera le cas. On va au plus près des populations. Moi, c'est bien beau d'être à Paris, de dire, moi je dirige LEAD, tout va bien dans les localités, j'ai des gens qui sont sur le terrain. Non, il faut aller à la rencontre des populations, raconter ce qui se passe, de quelle manière on pilote LEAD, et c'est une amélioration continue. Rien n'est figé dans le temps. On peut faire la prise en charge de l'évacuation sanitaire, mais si ça ne va pas, ou s'il y a d'autres dispositifs qui peuvent améliorer cela, ou qui peuvent remplacer ça, chaque année on fait une revue de ça. Donc,
il faut aller au plus près des populations, raconter cette histoire-là, raconter de quelle manière on fait, quelles sont les prises en charge, écouter les témoignages des gens, travailler avec les autorités, parce qu'on ne peut rien faire sans l'accompagnement avec l'État. Moi, je ne suis pas fou. Je ne viens pas à Mauritanie pour dire, écoutez, moi je viens de France, j'ai une association, on a un peu de sous, on va... Les centres de santé appartiennent à l'État, les écoles appartiennent à l'État. Si on veut travailler, on doit faire ça avec l'État. Donc, tout ça, c'est un bouleversement de trucs. Donc, pour faire en sorte que les gens ils puissent venir, ben, il faut d'abord qu'ils soient convaincus. Donc, ils voient les dispositifs de santé. Il y a un dispositif majeur qui me tient particulièrement à cœur, même plus que la santé. C'est l'école. Comment créer l'engouement autour de l'école? Quand on part dans une localité, on a 400 enfants qui ne sont pas à l'école. Où c'est qu'ils sont à l'école? On s'en fout de la performance scolaire. C'est pas possible. Il manque des enseignants, l'école est délabrée, il n'y a pas de motivation, quand on interroge les enfants, on sait que c'est comme s'ils n'ont jamais été à l'école. Le niveau est très très bas. C'est inquiétant. C'est inquiétant dans un monde moderne où nous sommes aujourd'hui. On est allé en France, on a tout compris. Il y a des immigrants qui sont partis. Ils n'ont droit qu'à faire du nettoyage au sol. Ils n'ont droit qu'à être manœuvre, à être ouvrier. Il n'y a pas d'ambition pour être autre chose. À la limite qu'on n'ait pas l'ambition pour soi, mais il faut avoir l'ambition pour ses enfants. Mes enfants, je dois tout faire que pour mes enfants ne suivent pas le même parcours que j'ai. Ils doivent aller à l'école. Ils doivent être des ingénieurs. Ils doivent inventer. Ils doivent participer à l'essor du développement, au développement du monde. Pas simplement à se dire, ben, on est des larbins. Donc, l'école, c'est ça qui permet à ce qu'on puisse se développer, qu'on puisse se démarquer. Je prends un exemple. Vous formez. Si je décide de former une personne, d'accompagner un enfant, ça va prendre 15 ans. En 15 ans, il va devenir ingénieur, il va pouvoir prendre en charge toute sa famille. Mais si j'avais décidé autrement, de lui filer 20 000 guias par mois pour qu'il se nourrit avec, et je vais le faire toute ma vie. Et ça, c'est pas raisonnable. Donc, c'est faire en sorte qu'un enfant, le vrai projet, c'est d'investir sur l'école pour que chacun gagne son indépendance. Indépendance sociale et économique. Et pour ça, ben, si on va dans les localités en disant, écoutez, on veut que vous alliez à l'école. On veut créer l'engouement autour de l'école parce qu'on sait que c'est important. Ils ne vont pas vous suivre. L'école publique en Mauritanie, chaque chose que je lis là-dessus dit que c'est la décadence, c'est la déchéance, c'est complètement... Vous travaillez dans la logique de l'école publique ou vous êtes dans l'idée de faire des écoles privées? Alors, on est dans la logique de l'école publique. Moi, je dis qu'à l'époque, moi, quand j'étais à l'école, on avait encore le même discours. Chaque étape, il y a des étapes. Chaque chose, à chaque moment, il faut réfléchir. Ce qui me préoccupe d'abord, c'est que les parents et les enfants doivent comprendre que la norme pour un enfant, c'est l'école. D'accord. Dans un premier temps, la norme, c'est l'école. Va à l'école. Ok, les enseignants, le système éducatif est par terre, on le sait. Mais va à l'école. Arrêtez de dire que ça va pas, les écoles, c'est pas bon. Mais d'accord. Mais va à l'école d'abord. On verra après. Maintenant, à partir du moment où on a créé cet engouement ou cet intérêt pour l'école, comment travailler avec les autorités pour dire que on a un dispositif qu'on devait mettre en place cette année, qu'on n'a pas pu pour des raisons, parce qu'on a un certain nombre de choses, des préalables qui doivent se mettre en place. On travaille avec les directions régionales en disant, mais les enseignants, la qualité de l'enseignement baisse. Comment on fait? Mais ils vont te dire, le DREN, le directeur régional de l'éducation nationale, va te raconter son histoire. En disant que, ben, j'ai pas les moyens, j'ai pas d'enseignants. Je pars, je cherche des étudiants ou des anciens élèves, ben, je les prends comme des vacataires. Ils n'ont jamais suivi de la pédagogie. Ils ne savent pas comment transmettre. Mais, donc l'école, c'est de la garderie. Ok. Maintenant, trouvons des solutions. Comment on fait? Je leur dis, l'école, à partir du moment où nous, on a créé justement cet engouement, on a créé un voyage scolaire pour faire venir des enfants en France. Et je vais vous raconter pourquoi. On travaille avec l'État en disant, il faut trouver des solutions pour que désormais, dans les localités, il y ait des enseignants qui ont un minimum suivi un parcours pédagogique, qui peuvent transmettre. Ce n'est pas parce qu'on a un bac plus 5 qu'on est capable d'être un enseignant. Non, un enseignant, c'est un métier, c'est une vocation. Donc il faut créer cette vocation.
c'est comme l'armée, développement. Dans un pays, on a des réservistes, on a des professionnels, on a des réservistes. Si on veut s'attaquer au pays, il n'y a pas que l'armée professionnelle. Il y a les réservistes qui vont dire, passez-moi mon blouson, moi aussi j'y vais. Parce que j'ai appris. Je sais comment défendre mon pays quand on est en danger. Le développement en Afrique, c'est exactement la même chose. Et ça passe par l'éducation. Créons un corps d'enseignants réservistes dans les localités. Pas à 3 km, à 4 km. Dans chaque localité, on va prendre le maire qui a été à l'école. Il y a à minima le maire. Il y a le conseil municipal. Il y a un infirmier. Il y a une sage-femme. Il y a quelqu'un qui a été à l'école qui est là. Essayons de recenser des compétences dans la localité et ils suivent un parcours pédagogique pour être formateurs remplaçants. Qui peuvent, quand il n'y a pas d'enseignants, ou quand il n'y a pas suffisamment d'enseignants, ou que les enseignants partent en congé, ou pour des raisons quelconques, et ça c'est un phénomène qui est chez nous, c'est pourquoi on dit le système est par terre. Vous arrivez, au lieu de commencer au mois d'octobre, il y a des enseignants qui arrivent au mois de décembre. Donc pendant ces 3 mois-là, on compte sur la vie d'un enfant scolarisé. Aujourd'hui, 4 mois d'absence. 4 mois d'absence, comment on les rattrape? Multiplié par 10, multiplié par 6, ça fait combien d'années d'absence? Donc, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas simplement se regarder en disant, il y a des problèmes, il y a des... Ok, on connaît, on sait qu'il y a des problèmes, et alors? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les problèmes? Il faut trouver des solutions. Pour trouver des solutions, réfléchissons, essayons de trouver des dispositifs, expérimenter tel ou tel dispositif, travailler avec l'État, faire en sorte... Mais si on est simplement là, en étant dans un état de critique, en disant, le dispositif de la Mauritanie, les dispositifs de la Mauritanie est à par terre, d'accord, mais qu'est-ce que tu as proposé à l'État? Et l'État, en attendant ça, mais tu veux qu'il fasse quoi comme effort? Non, propose des choses. Essayons d'avancer, et faire, parce qu'on sait que c'est notre intérêt et nous devons le faire. Et on a imaginé, dans les populations, dans les zones rurales, où on se rend compte que aujourd'hui, on pousse un enfant, on est prêt à investir 5 000 € sur un enfant pour lui dire, va faire l'immigration clandestine, en passant par la mer Méditerranée. Quand on est capable d'envoyer son enfant dans la gueule du loup, la mort, pour 5 000 €, et qu'on n'est pas capable d'investir 5 000 € pour la scolarisation de son enfant, il y a un problème. C'est pas possible. Ok, il faut de l'immigrer, il faut partir, il faut travailler. Mais il y a des solutions, on ne les a pas explorées. On n'a pas suffisamment retroussé les manches pour trouver des solutions. Donc, il faut qu'on puisse créer un dispositif où les gens, où les enfants de 12 ans puissent venir en France, comprendre c'est quoi la France. Qu'est-ce que nous faisons ici? C'est quoi l'immigré? Est-ce que c'est ce qui fait rêver tout le monde avant de traverser la mer Méditerranée? Jusqu'à présent, tous les migrants, parce que nous avons un dispositif d'accompagnement social en France, au-delà de ce qu'on fait au pays, mais ici aussi on fait un dispositif d'accompagnement social. Et on voit bien que les personnes qui arrivent, les primo-arrivants, quand on commence à les aider dans leur dossier administratif, à faire des dossiers de réfugiés, à demander l'asile politique, à trouver une formation, à trouver un emploi quand ils sont régularisés, on voit bien que la plupart se disent, mais qu'est-ce que j'ai foutu dans cette galère? Pourquoi je suis venu? C'est difficile. Donc, on ne va pas continuer ainsi. Tout le monde doit... Nos villages sont vidés des jeunes. Ils sont partis. Il n'y a quasiment plus personne. Comment on peut avancer? Est-ce que c'est l'avenir? Donc, il faut réfléchir autrement. Ça va changer. Obligatoirement, il faut que ça change. Et donc, quand on fait venir ces enfants, ils viennent parce qu'ils sont les meilleurs de leur école. Nous créons le besoin. Nous créons la motivation. Il y a la performance scolaire. Il y a à la fois, vous allez à l'école, on a fait ça pour les classes de 5e année, c'est le CM2. On vous dit, si vous êtes le meilleur de votre classe, on vous fait venir en France pour 1 mois. Et pendant ce mois-là, vous allez visiter la France. Vous allez à l'Élysée, vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez à la garde républicaine, vous allez dans des parcs d'attractions, vous allez voir, vous allez à l'école. Ils participent, ceux qui viennent pour le mois de juin et le mois de septembre, participent à des cours à l'école avec les autres enfants. Et vous verrez que ce pays investit tous les jours pour son éducation. Et que vous ferez vous-même votre diagnostic. Vous allez dans les foyers, voir les migrants, comment ils vivent et ce qu'ils font. Donc, à ce moment-là, on commence à construire des citoyens qui ont l'âge de 12 ans et qui vont grandir avec ce qu'ils ont vu en France
cette expérience-là. Et les autres enfants qui sont au pays doivent aussi cravacher pour se dire, moi aussi, je dois être intéressé par ces dispositifs. Désacraliser l'immigration. Désacraliser la France. Parce que, je l'ai dit en discutant avec le consul de France, je dis, vous savez ce que vous avez créé? Même quand quelqu'un a droit d'aller en France, même quand quelqu'un a droit d'aller en France, il a tous les documents justificatifs qui sont demandés. Vous lui refusez le visa. Vous avez fait de la France ce qui est dans l'imaginaire d'un musulman est beaucoup plus important, c'est-à-dire le paradis. Vous avez fait de la France mieux que le paradis. Mais tout le monde veut venir. Même le paradis, il y a des conditions. Si vous remplissez les conditions, vous rentrez au paradis. La France, si vous remplissez les conditions, vous ne venez pas quand même. Vous créez le besoin. Vous me refusez. Je me dis, mais il y a quelque chose dans ce pays, c'est quand même étonnant. Je vais y aller. Donc, il y a une part de responsabilité à la fois des autorités. Désacralisons ce que c'est la France. Aujourd'hui, moi, il y a des jeunes qui sont là aujourd'hui, qui sont venus, qui travaillent pour l'ID au pays. Je leur dis, venez voir de quelle manière nous travaillons. Comment nous travaillons. Venez visiter la France. Venez, on va faire un séminaire, on va travailler sur les dispositifs de l'ID. Et vous comprendrez bien que vous avez beaucoup de chances d'être resté au pays. Et bien, c'est le diagnostic qui est là, que eux-mêmes font. C'est très important. Donc voilà, il y a tous ces dispositifs-là, plus l'agriculture, plus on est aujourd'hui en train d'étendre sur d'autres dispositifs, à la fois l'assainissement. On a présenté des dossiers au SICTOM pour essayer de créer 4 déchetteries dans 4 localités pour expérimenter la gestion des déchets. On ne peut pas soigner une population qui est dans un état d'insalubrité et qui a des conséquences énormes à la fois sur l'environnement, mais aussi sur leur santé. Quand on a des déchets à 50 mètres des maisons qui bouchent les canalisations, où on a des inondations qui en découlent, où on a les moustiques qui pipient, on a des rats, comment on peut prendre en charge cette population en termes de santé? Donc nous devons nous attaquer à la question du traitement des déchets. Et nous avons présenté le projet, on espère avoir les financements. Si on a les financements, au mois de novembre, on va essayer de mettre en place des dispositifs de traitement des déchets avec un centre de tri, un centre de gestion en faisant du compost pour faire en sorte que ça puisse générer des revenus ou en plus ça puisse faire de la transformation, en tout cas de la révalorisation de ce qu'on peut avoir comme type de déchets. Et de quelle manière on peut résoudre un certain nombre de difficultés? C'est de cette manière que l'ID réfléchit. Comment on peut être utile aux populations? Comment on peut changer les mentalités des gens? Comment on peut changer les mentalités? C'est très très important. L'éducation, elle doit être aujourd'hui la norme. Les gens doivent comprendre cela. Des migrants qui ont leurs enfants au pays, qui ne se préoccupent pas de ce qui va leur devenir, tout simplement, ils sont en train d'amasser de l'argent pour le mettre de côté, pour dire un jour, il faut que je puisse être capable de donner un billet à mon enfant. Et les billets, ce n'est pas les billets d'avion. Les billets, c'est aussi les prix des passeurs. C'est aussi... Voilà, c'est compliqué. On ne peut pas continuer comme ça. On doit changer. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans l'ID. Ok. On va faire une pause encore. Parce que moi, je suis presque à la bout de me... Mais est-ce que tu trouves dans le développement de l'ID que ça marche bien avec les anciennes associations villageoises ou est-ce que tu trouves qu'il y a parfois des frictions, des résistances? Parce que, je ne sais pas si tu as vu, on a tourné une discussion, moi j'ai tourné une discussion avec Doulo Hadietou et c'est Demba Diallo le maire, hein, oui, ça? Oui, Demba Diallo. Il est là. Et il est là en France en ce moment? Ouais. Et... on sentait bien qu'ils n'étaient pas tous d'accord, ils n'étaient pas tous d'accord sur tout, notamment ce qui semblait poser un peu friction, c'est la question du type de rapport d'avoir avec l'État malien et l'importance de donner, le poids de donner l'importance à l'initiative des villageois, enfin je ne sais pas si c'est ça. Mais vous arrivez à, comment vous travaillez ces éventuels... malentendus ou frictions qu'ils peuvent avoir? Eh bien, c'est tout le drame de chez nous. C'est toutes les personnes qui résistent. Vous voyez, ce que je raconte de l'ID, c'est l'initiative des populations, c'est
la participation des populations, ce sont les bénéficiaires concernés. Soigner une personne, je pense que c'est quand même le b.a.-ba pour qu'on comprenne. Et ce n'est pas de la théorie. Vous allez dans les localités, vous allez dans un centre de santé, vous allez demander des populations, qu'est-ce que l'ID fait pour vous? Donc je pense qu'on devait avoir un consensus au niveau... Si vraiment l'engagement de tout un chacun, c'est pour aider, accompagner les populations à se développer. Attention, l'ID ne fait pas de l'assistanat. Non, on vous aide à vous développer. On vous accompagne. C'est pourquoi c'est vous qui financez. On peut faire des dossiers de financement, on fait des appels à projets, on fait tout un tas de choses. Mais il ne faut pas rêver. L'assistanat est terminé. C'est vous qui devez, quel que soit votre niveau de revenu, vous êtes un agriculteur, vous êtes un maraîcher, vous êtes un éleveur, vous avez la capacité de participer, possible c'est un ouguia. Mais mettez-le dans le pot commun. Si vous êtes des millions à faire dans le pot commun, ça va être des millions pour vous, pour gérer vos projets. Toute la résistance qu'on peut obtenir, qu'on peut avoir, le travail de déconstruction qu'on a, c'est souvent, ça vient des gens, de la génération qui sont dans la vie associative, dans les villages. Ils considèrent l'ID comme étant, effectivement, une nouvelle manière de faire les choses, mais c'est un frein à leur pouvoir, soi-disant, entre guillemets, pouvoir. À chaque fois que, quand on va expliquer dans un village, si on a une personne qui prend la main, qui dit, ouais, nous on pense que c'est toujours quelqu'un qui est dans la vie associative de sa localité. On leur dit la logique des localités, elle est terminée. Même s'il faut des associations communautaires. Nous aujourd'hui, on accompagne des villages à avoir leur propre association. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est un relais. Nous, on place les associations qui sont là aujourd'hui comme du relais pour leur localité. Si nous avons des projets, je prends l'exemple de déchets, qu'on met à Dafor, mais il faut qu'on ait des jeunes de Dafor qui soient engagés pour gérer ça. On ne peut pas faire les choses simplement nous-mêmes que sans la participation de la localité, sans la participation des forces vives de la localité. Non, il faut que ça existe. On veut vraiment accompagner. Mais on a toujours la résistance de cette ancienne génération, de ces personnes-là, même des jeunes qui pensent que dans leur village, comme on leur a dit, toi tu es responsable de l'association ou tu es responsable du village, et quand il y a l'ID, ça commence à rogner sur leur pouvoir, et alors, on veut être utile aux populations, c'est la seule chose qui compte. Moi je suis de Bouli, quel intérêt j'ai à aller accompagner les populations de Dafor? Si ce n'est que nous devons élargir nos compétences pour une meilleure prise en charge. Donc, comprenez cela. Donc, il y a souvent toutes les frictions qu'on a eues. Aujourd'hui, il peut en témoigner, ça s'est tenu beaucoup. Ça commence à faire pchit. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est là. Donc, je le dis à chaque fois. Quand mes camarades, mes collègues rencontrent des difficultés, ou Pseudo ou Ali Diawara critique l'ID, acceptez-le. Parce qu'on grandit avec les critiques. Mais surtout, si vous voulez répondre, faites la démonstration par l'activité, par les résultats. Faites en sorte qu'il y ait plus de résultats. Faites en sorte que... Soyons... C'est à nous d'expliquer aux gens. C'est à nous d'aller chercher les gens. C'est à nous de pédagogues. Pas simplement de dire, ah non, il nous a critiqué. Mais c'est normal. Quand on est acteur, on est obligé, on vous critique. Donc, essayez de faire en sorte que on puisse nous convaincre. Convaincre par à la fois les résultats, mais convaincre parce que par l'ouverture, en disant que c'est voilà, c'est pour tout le monde et c'est chacun qui a sa place au sein de l'ID, et à la fois ici, mais aussi sur le terrain. Non, il y a une friction évidente entre l'ancienne génération, entre ceux qui géraient les associations communautaires et ce qui peut être l'ID. Les gens souvent essaient de ne pas le faire, ils le font de façon invisible, mais on le sait, le travail qu'ils peuvent faire de déconstruction qu'ils font. Et ça, pour nous, c'est aussi un moteur pour dire qu'il faut avancer.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un débat sur le rapport à l'État? Parce que le rapport à l'État de l'ancien monde associatif, c'était quand même un rapport de méfiance essentiellement. Bien sûr, bien sûr. C'était l'idée, ils nous ont laissé tomber pendant des décennies, nous maintenant on s'en occupe et on s'en fout un peu de ce qu'ils pensent. Tandis que ce n'est pas votre discours. Non. Et c'est même tout le contraire qu'on fait. Parce que, je prends un exemple très simple. Les écoles publiques, il n'y a pas d'école privée dans les zones rurales. Ça n'existe pas. C'est rare. Les enseignants sont affectés par l'État. Le programme est dicté par l'État. De quelle manière on peut travailler sans... Il faut faire la différence. Alors, on a tout mélangé. Faire la différence entre l'administration et entre les gouvernants qui sont des hommes politiques. Je peux ne pas être d'accord avec le régime qui est en place. Je peux même essayer de le combattre. Mais je travaille avec l'administration parce que le directeur régional de l'éducation nationale, c'est un technicien qui est sur le terrain et qui m'écoute et qui est accessible. Mais je n'ai pas besoin du ministre de l'éducation nationale. La transformation peut aller de la base et du terrain. De quelle manière je vais me couper d'un technicien qui est sur le terrain en disant c'est l'État? Ben, l'État c'est moi. L'État c'est moi. L'État doit m'écouter. Je dois être un acteur pour que l'État m'écoute. Si je dis, ben, écoutez, mais le Guy Mara, aujourd'hui, ben, si je pense que dans ce que nous faisons, le Guy Mara, il ne faut pas accepter notre indépendance. N'acceptons pas ça. Partout en Mauritanie, quand il y a un regroupement de 150 familles ou 200 familles, ils construisent une école. Au Guy Mara, vous avez des villages de 6 000 ou 7 000 habitants. L'école, elle est construite par les migrants. Mais avant de faire ça, vous avez déposé un dossier au ministère de l'Éducation nationale? Vous avez déposé un dossier, vous avez fait en sorte que vous fassiez émerger vos besoins. Mais moi, je serai l'État. Je réagirai de la même manière. Et je le dis à tout le monde. S'il y a une région, comme les Guilimara, parce qu'ils sont migrants, parce qu'ils ont les moyens financiers, ils construisent des centres de santé, ils construisent des écoles, moi, l'État, eh bien, je déploie mes ressources ailleurs. Non, avant d'acheter une ambulance, avant qu'un village n'achète une ambulance, demandez de quelle ambulance on a besoin. Demandez au ministère de la Santé où sont les besoins. Pourquoi nous n'avons pas une ambulance? Qu'est-ce qu'il vous manque quoi pour qu'on ait une ambulance? Mais on va aller acheter un véhicule qu'on va transformer en ambulance, qu'on va amener, et au bout de 2 ans, il est en ruine. Qui le répare? Parce qu'on n'a pas prévu dans le budget prévisionnel, on n'a pas prévu la suite, et l'État, ce n'est pas leur ambulance. Non. Il y a bien sûr des torts de l'État, il y a une défaillance flagrante de l'État, mais ça n'excuse pas le fait qu'on se dise, non, désormais, l'État, on fait fi de l'État. Vous ne pouvez jamais faire fi de l'État. Jamais. Donc, composons avec les techniciens, composons avec l'administration et faisons en sorte qu'on puisse résoudre nos difficultés. Mais tout ce qui est rapport aux politiques, là, c'est autre chose. Mais en même temps, si l'ID, elle a de la puissance, elle a la population avec elle, parce que c'est la population qui est lead, parce que c'est la population qui finance les activités des lead. Et si de l'autre côté, nous travaillons avec l'administration, forcément les politiques feront attention à ce qu'ils font et nous écouterons. Donc faisons en sorte qu'on puisse, par ce travail de base, demander une transformation. On a eu des financements dans le développement économique dont on parlera, on a des financements de l'État. Je prends l'exemple. Dans le développement des compétences des infirmiers, ce n'est pas l'État qui paye les billets d'avion pour les infirmiers qui viennent en France. C'est l'État mauritanien. Parce qu'on leur a dit, c'est votre responsabilité. Nous pouvons les accueillir en France. Nous pouvons signer des conventions avec les hôpitaux. Nous pouvons les accompagner. Nous pouvons prendre en charge leur hébergement ici en France. Mais c'est vous qui allez prendre en charge les billets d'avion. Et l'État l'a fait. Ça fait 2 ans. Faire des forages pour les agriculteurs, l'État nous les a financés. C'est pour dire qu'on peut avoir un autre rapport avec l'État. On peut travailler avec l'État, on doit travailler avec l'État. Et l'État, ils sont souverains. La Mauritanie, c'est un... Enfin, on ne peut pas faire fi de l'État. Donc, composons avec, n'essayons pas de mélanger tout. Le rapport avec le politique, les décisions politiques, et ceux qui sont sur le terrain, comme les infirmiers, comme les sages-femmes, comme les directeurs régionaux de la santé, de l'éducation nationale, comme les délégués à l'agriculture. Travaillons avec ces gens-là. Mais pourquoi ne pas travailler avec eux?
En disant parce qu'il y a le président Abdelaziz ou Ghazouani avec qui je n'ai aucune conviction politique, donc je ne travaille pas avec l'État mauritanien. L'État mauritanien, l'administration aussi fait partie de cela. Non! Dans l'administration mauritanienne, dans les DREN, dans les différents directeurs techniques, mais il y a certains, ils ne votent jamais pour l'État, pour les gens qui sont au pouvoir. Ce n'est pas des hommes politiques, c'est des techniciens. Mais au nom de quoi on ne travaille pas avec ces gens-là? Ok. L'agriculture, l'élevage, le maraîchage, vous avez des projets de professionnalisation et de compétences aussi? Oui. Nous avons remarqué que au Guidimara en particulier, c'est une terre cultivable, c'est des terres arables, et que la difficulté aujourd'hui c'est les phénomènes climatiques, il n'y a pas suffisamment d'eau, et que nous avons toujours tendance à attendre la pluie. C'est notre cas, on n'explore pas autre chose. C'est même, je dirais, ce qui a retardé le développement de l'Afrique, c'est le destin. On parle du destin. On parle de, il n'a pas plu parce que Dieu nous a pas donné la pluie, et vous allez attendre longtemps. Il faut explorer les univers, il faut explorer les ressources, il faut aller chercher. Le pétrole, il faut aller le chercher. Si on ne va pas le chercher, il ne sortira pas. L'Afrique, c'est le destin. C'est Dieu qui décide. On ne nous l'a pas donné, on ne l'a pas. D'accord. Vous allez attendre longtemps. Et c'est dans cette idée-là où on dit on ne peut plus attendre que la pluie, elle tombe. Et si elle ne tombe pas, c'est l'année où c'est la catastrophe, c'est la crise alimentaire. Mais allez chercher l'eau. À Bouli, on a fait un forage au mois de novembre dernier. Il y a des endroits à 2 mètres au sol, à 8 mètres au sol, maximum, vous avez de l'eau. Mais s'il ne pleut pas, mais faisons autre chose. Allons chercher l'eau sous la terre. Vous avez des endroits au Karakoro, peut-être que tu le connais suffisamment. Mais creusons le Karakoro, regardons si l'eau est à 10 mètres. Mais vous avez une famille, vous avez une terre. Faites votre salade, faites vos tomates, faites vos oignons, faites votre maïs. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il y a l'immigré ici qui travaille et qui a sacrifié toute sa vie pour là-bas et qui gagne 1200, qui va envoyer les 800 à sa famille pour dire vivez. Ils vivent très bien et pourtant, sous leurs pieds, il y a de l'or. Mais qui n'est pas exploré. Faisons de l'agriculture, faisons du maraîchage, c'est du b.a.-ba. Et c'est ce qui nourrit le monde entier. Partout où vous irez, c'est l'agriculture qui nous nourrit. Vous avez la possibilité de le faire chez vous. Il n'y a pas de services chez nous. Il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de transports, il n'y a pas de commerces mirobolants, il n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a pas... Alors il nous reste quoi? À développer l'agriculture, l'élevage. Et c'est ce qui va nous nourrir. Et c'est ce qui nous nourrit. Et c'est ce qui nous a toujours nourris. Avant que l'immigration n'existe. Alors pourquoi abandonner cela? Trouvons des méthodes. C'est du long terme, c'est du moyen terme et du long terme. C'est un travail continu. Nous nous sommes dit, il faut engager un certain nombre d'actions qui font que l'agriculture, elle devienne aussi une préoccupation. Et qu'on retourne aux fondamentaux de notre développement économique, qui passe nécessairement par l'agriculture. Je prends l'exemple du Sénégal. Quand Ouad est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Nous consommons quoi chez nous? Qu'est-ce que nous consommons en majorité? 80% de ce que nous consommons, c'est du riz. Je veux que le Sénégal devienne autonome en riz. Ils le sont aujourd'hui. Ça a pris 10 ans, peut-être 15 ans, mais ils le sont. Ils produisent leur riz, ils mangent leur riz. Bon. C'est l'exemple parfait. Nous mangeons du riz, nous consommons de l'agriculture, nous consommons du maraîchage. Faisons en sorte que ça devienne quelque chose qui soit... que la population comprenne qu'ils peuvent passer par cela pour gagner leur indépendance économique. Donc, nous avons créé des dispositifs. Le premier, on a fait... La difficulté, c'est
il n'y a jamais de sémence chez nous. La sémence, et pour l'avoir, il faut se déplacer à Caille, à Bamako, à Dakar pour trouver des semences. Et même ces semences ne sont pas adaptées à notre sol. Nous avons créé un magasin de semences à Sélibabi depuis 2017 et qui permet à tous les agriculteurs de venir prendre de la semence. Et si vous n'avez pas les moyens, on vous donne quand même de la semence. Et quand vous avez produit et que vous avez la possibilité de rembourser, vous le remboursez. On donne aux coopératives agricoles, on donne aux agriculteurs qui viennent à prix coûtant prendre de la semence. Parce que c'est l'entrant de base. Si vous ne l'avez pas, si elle n'est pas de qualité, vous n'en aurez pas. On a fait une convention avec Technicien, qui est une entreprise française qui fait aussi des semences pour nos zones, nos territoires d'intervention. Et ça fait que ces semences sont de qualité. On a travaillé avec l'État pour avoir un certain nombre de forages que nous allons expérimenter. Une phase est terminée. On est en train là, ils sont dans la phase de construire les châteaux d'eau. Et une fois que c'est terminé, ces forages ne sont pas des forages de consommation d'eau, mais c'est des forages destinés à donner de l'eau à des maraîchers et à des agriculteurs pour pouvoir, avec les bassins de rétention que nous allons construire, avec un dispositif d'irrigation goutte à goutte que nous mettons en place, pour faire en sorte qu'on puisse expérimenter justement l'agriculture hors saison, et indépendamment de la pluie. Donc ça, on essaiera de voir en fonction de la capacité des ouvrages que nous avons pour essayer de distribuer de l'eau et voir comment on peut plus tard étendre et avoir une expérimentation, en tout cas un sujet sur lequel on se dit ben, on peut travailler sur l'agriculture. Il y a du travail qui est fait un peu sur les techniques modernes de culture où il y a l'interaction entre les différents types de plantes, parce que ça veut dire changer un peu de mentalité concernant la gestion des cultures. Le tout, c'est à la fois de créer parce que quand on parle d'agriculture chez nous, on parle de ce qu'on faisait encore il y a 50 ans. Et c'est de leur dire non, moi je suis le premier, je déteste l'agriculture. Je déteste pas. Les soniqués savent quand je dis l'agriculture. Je déteste pas consommer ces produits, mais je déteste prendre la houe et tirer. Oui. Parce que c'est pénible. De quelle manière éliminer la pénibilité? On a dit, allez, alors, on nous dit, mais il n'y a pas d'électricité. Mais il y a des machines à traction animale qui éliminent la pénibilité. On a demandé à l'État, on a eu 120 machines, où là, actuellement, à Bouli, il y a 20 machines qui permettent à tous les agriculteurs de prendre une journée, des journées, ils viennent prendre la machine, et gratuitement. Ils prennent la machine, il faut. Donc, faisons en sorte que, comme ce n'est pas encore la chose qui... les gens, ils dorment, ils ne vont pas faire l'agriculture. Alors, vous avez des machines, on vous les met à disposition, faites l'agriculture avec, et après, vous les restituez à l'ID. On les nettoie, on les remet en maintenance pour les saisons suivantes. Donc, on essaie de faire en sorte qu'on crée des dispositifs qui accompagnent justement cette transformation, parce que de toute façon, si on veut demain faire face à nos difficultés alimentaires, il n'y a pas 1000 solutions. C'est l'agriculture. Ok. Juste pour revenir vite fait un peu sur les travaux que vous organisez avec les jeunes, là, les visites et tout ça, est-ce que quelle est ta vision sur la génération qui vient après, et sur les jeunes qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans maintenant, et où on sent bien quand on fréquente les associations de sans-papiers, la tentation de départ est encore très très forte. Oui, c'est très inquiétant. Malgré aujourd'hui, on peut se dire, avec l'émergence des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ça participe à l'éducation des populations, en sachant exactement ce qui se passe ici, les difficultés qu'on a, et que la France n'est pas l'Eldorado. Malgré ça, on voit que les velléités d'immigration sont beaucoup plus importantes. C'est dû à quoi? L'analphabétisme. 200 millions de jeunes africains n'ont jamais fréquenté l'école. Vous voulez qu'ils aillent où? Il n'y a pas de dispositif de formation professionnelle. L'école de la deuxième chance. On n'a pas été à l'école. Tout le monde n'est pas destiné à avoir un master 2. Mais par contre, il y a des métiers. Il y a la maçonnerie. Il y a des électriciens. Donc quand on peut avoir un métier quand même. Il faut le comprendre. Il n'y a pas que l'école. Il y a des formations. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 200 millions de jeunes. Vous voulez qu'ils aillent où?
Il n'y a pas de projet de construction. Ils ne peuvent pas être engagés parce qu'ils n'ont pas de qualification. L'État, est défaillant. Ce n'est pas possible. Donc il faut trouver des solutions pour former les jeunes. Il faut les accompagner. Il faut trouver des vrais projets. Nous, au sein de l'ID, il y a des gens qui travaillent, qui voulaient aller faire l'immigration. Je leur dis, écoute, je préfère que tu gagnes 150 € au pays que tu ailles faire l'immigration. Parce que crois-moi, non seulement tu quittes ta terre que tu aimes, et ça, ce n'est pas le souhait de tout un chacun. Quitter chez soi, partir, ce n'est pas un souhait du tout. Alors, si c'est le souhait des gens, ils ont... Bon, moi, en tout cas, moi, je suis différent. Donc, rester dans ta terre. Chez nous, c'est important d'être avec la famille, ton père, ta mère, les servir, avoir ta femme, tes enfants. L'immigration, c'est quoi? C'est ne jamais voir ce qu'on aime. Ce qu'on aime, au-delà de la terre qu'on aime. Nos parents, nos enfants, nos femmes. 1 an sans voir ta femme, 2 ans sans tes enfants, tu ne participes pas à leur éducation. C'est ça le rêve. Les jeunes, est-ce que vous vous rendez compte, quand vous vous engagez dans la voie de l'immigration, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de tourner le dos à tout ça? Vous allez faire au bas mot en France 10 ans sans avoir les papiers. Imaginez 10 ans de votre vie qui est en marge de la société. Où vous regardez si à la police ou si on va vous contrôler. Où vous ne trouvez pas de boulot, vous travaillez avec les papiers de vos copains. C'est ça votre rêve. Vous dormez dans des 15 mètres carrés en dessous des lits. C'est ça le rêve. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que les gens se rendent compte? Mais c'est quelque part aussi de la faute de ceux qui sont ici, les immigrés. Parce que nous avons menti sur tout ce qui se passe en France. Parce que nous mentons tous les jours. Quand on part au pays, on ne raconte pas la vérité. Moi, Wally, j'ai laissé mes amis au pays. Je suis venu en France, j'ai la chance d'avoir un boulot à 1200 €. Quand je retourne au pays, je vais peut-être prendre un petit crédit, ma banque va me faire confiance, va me donner 6 000 €, 7 000 €. J'arrive là-bas, j'ai les boubous qui coûtent 300 €. J'ai les meilleurs parfums. Je prends une voiture, ma femme a des vêtements, a une vie que nous racontons au retour du pays qui est un mensonge. Disons la vérité aux gens. C'est difficile en France. Moi, je suis avec mon jean et mon pantalon et mon t-shirt. Je dois être comme ça quand je suis en Mauritanie. Pour raconter la vérité. Je ne roule pas sur l'or. La France, ce n'est pas l'Eldorado. C'est difficile. Je n'ai même pas un logement. Les logements que j'ai, c'est 15 mètres carrés. Vous vous rendez compte? Je vis là-dedans. Je ne suis pas en France. Nous ne sommes pas en France. Nous sommes en Afrique. Le foyer des migrants, c'est l'Afrique. Le migrant, quand il arrive, il connaît 2 endroits. Son boulot et le foyer. Il n'a pas visité Marseille. Il n'a pas été à la Grande Borne. Il n'a pas été à je ne sais pas où, à Grenoble. Il est resté entre son foyer et son travail. Donc il est toujours dans l'Afrique. Le week-end, il est en Afrique. La semaine, il est en Afrique. La nuit, il est en Afrique. Il discute avec des Africains. Dans sa tête, oui. Ouais. Donc, c'est pas le rêve. C'est pas le rêve. Donc, il faut absolument que les jeunes, ils comprennent cela. Et ça m'inquiète. J'avais voulu faire une conférence il y a quelques années en disant l'immigration illicite, les criminels, ils ne sont pas, c'est pas les passeurs, c'est moi. C'est moi le criminel. Je paye 5 000 € pour faire passer mon frère par la mer Méditerranée. Les Guidimara a perdu 54 personnes l'année dernière. Pour moi, jamais nous n'atteindrons un résultat positif. Parce qu'il y a 54 qui sont morts. Jamais leur vie vaut plus que tout ce que nous allons obtenir de notre vie. C'est dramatique de perdre 54 jeunes du Guidimara. Et quel résultat nous allons obtenir pour compenser ça? Jamais. Donc, perdre une vie, c'est pas possible, c'est pas admissible. Donc, moi, je suis le criminel qui finance en disant mon frère passe par la mer Méditerranée. Jamais. Tu ne passeras pas par la mer. Les 5 000 €, essaie de trouver un projet, essayons de faire en sorte que tu aies une formation, une qualification, tu deviens indépendant demain. Et c'est ça que je te souhaite. Ok, juste un dernier mot sur l'ID. Vous êtes cette multiplication des
des champs d'intervention égale multiplication des compétences et des spécialités. Donc, vous embauchez des gens pour s'occuper de ces différentes terrains ou comment vous êtes structuré en fait? Alors, on est structuré, ici, c'est que des bénévoles. Là, on essaie de faire en sorte de transformer l'organisation. On a des salariés sur le terrain qui sont spécialisés plus ou moins sur des domaines d'activité. Tout ce qui concerne la santé, on a 25 salariés qui sont dans les centres de santé, qui sont des infirmiers qu'on paye et des sages-femmes. Et on a sur le domaine de l'agriculture, on a pour l'instant, quand on a besoin de faire une prestation, on prend des spécialistes pour le faire. On a des agents de développement qui sont avec nous, qui travaillent, qui pilotent tout ça dans les localités. Et dans chaque localité, nous avons construit un comité de pilotage qui est géré par des compétences au niveau local, qui gère le lead au niveau local et qui sont managés par deux structures, dont une est à Sélibaby et une autre à Nouakchott. On appelle ça des coordinations et qui permettent de gérer toute l'activité, de faire les contrôles, les supervisions, de payer les prestations, de déployer les différentes activités, de sensibiliser les populations avec les comités de pilotage qui sont dans chaque localité. Et lead au niveau corporate, je dirais, ici, fait en sorte qu'on est garant du fonctionnement. Alors nous allons accentuer cette transformation cette année pour faire en sorte qu'on donne plus de pouvoir. On va créer Lead Mauritanie, de telle sorte que, enfin, Lead Mauritanie existe, mais on va faire en sorte que tout ce que nous faisons ici, c'est que le pilotage opérationnel, une partie des pilotages opérationnels dépendait de nous. Désormais, on va le conférer à Lead Mauritanie à partir de Nouakchott, qui va pouvoir piloter et manager l'ensemble des activités sur le terrain. Comme ça, nous, on va se concentrer sur les financements, sur le fonctionnement de l'association, en lien avec Lead Mauritanie, pour être un peu plus efficace, pour obtenir plus de financement, mais en même temps pour aussi permettre aux personnes sur le terrain d'avoir réponse à leurs questions, à leurs interrogations avec des équipes qui sont installées à Sélibaby ou à Nouakchott. Dans vos statuts ou à côté, vous avez une sorte de charte déontologique, vous avez fixé des grandes lignes sur... Ouais, on a une charte qui permet à la fois pour chaque personne qui travaille dans Lead de signer une charte sur un certain nombre de choses, la bonne gestion, la démocratie locale, tout un tas de dispositifs qui font que voilà, il faut comprendre que vous êtes dans une organisation qui n'a pas de parti pris. Il n'y a pas que le Soninké dans le Lead. Donc comprenez cela. Il y a tout le monde, l'être humain. On ne considère pas que on doit soigner un Soninké, qu'on ne doit pas soigner un Peul ou un mort. Tout le monde. Les premières personnes qui bénéficient des dispositifs de Lead, c'est les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc quel que soit leur niveau. Pour créer une cohésion dans le pays, pour créer une cohésion dans la région, on doit être d'égalité. Il ne doit pas avoir d'inégalité entre nous. Voilà. Oui, bon, ce qui nous amène naturellement un peu à mon dernière question, qui est un peu comment tu vois l'évolution des choses en Mauritanie? Alors, obligatoirement, les choses vont... Il y aura un changement, parce que même si on a l'impression, et c'est ce que je pense que la quasi-majorité des Mauritaniens pensent, c'est les mêmes personnes qui gouvernent le pays. Il y a des classes qui sont oubliées, on est encore dans la gestion communautaire, il y a des communautés qui sont oubliées, même si j'ai tendance à dire aux gens, sortons peut-être de cette logique de communauté, il ne faut pas calculer un nombre de ministres soninké ou un nombre de ministres Peul ou un nombre de ministres morts. Pensons aux compétences, c'est difficile peut-être aujourd'hui, mais l'État est obligé d'écouter, en tout cas les gouvernants aujourd'hui. On a bien vu que avec l'émergence des partis comme IRA, Brahim Abé et tous les autres, des partis comme Tawassoul qui sont peut-être des partis islamiques, mais qui aujourd'hui, par leur militantisme, par ce qu'ils apportent comme modernité à la vie démocratique du pays, font que les gouvernants se disent mais attention, on ne peut plus continuer comme avant, des choses changent. On doit absolument changer. Même on le voit dans les discours. Avant, dans les discours, c'était pas palpable. On a vu dans le discours du président lors de l'investiture.
la cohésion, l'unité nationale, des choses où il dit mais je vais m'attaquer à cela parce que c'est l'existence même de la Mauritanie. On ne peut pas aujourd'hui faire fi de ça parce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a le Brahmda Abbé, il a bossé là-dessus et aujourd'hui je considère que c'est un homme politique qui a obtenu les meilleurs résultats que n'importe quel opposant depuis que la Mauritanie existe. On est libre. Je le dis comme ça, on est libre. Parce qu'on peut parler de démocratie. Parce qu'on peut parler des problèmes. Parce qu'on peut mettre un doigt sur des sujets. On peut dire qu'il y a du racisme, on peut dire qu'il y a des problèmes sociaux, qu'il n'y a pas l'équité dans le partage des ressources. On peut le dire aujourd'hui. On n'est pas visé, on n'a pas de sanctions administratives quand on travaille dans l'État et qu'on parle ainsi. Donc, je pense que les choses, forcément, je suis pessimiste. Optimiste. Pas pessimiste, je suis optimiste pour l'avenir. Je pense qu'il va y avoir des transformations. Je pense que les gouvernants vont tenir compte de tout ce que nous sommes en train de dire, de tous ces changements-là. Il ne faut pas laisser tomber, il faut participer. Il faut participer. C'est ce que des opposants ont fait. Ils participent, ils essaient de créer des dialogues. On voit bien que l'élection présidentielle est finie il y a un mois. Elle est terminée dans des conditions souvent pas forcément acceptées par tout le monde, mais juste un mois après, on voit bien que des hommes intelligents comme Brahmda Abbé qui dit ben, moi je veux dialoguer avec l'État. Parce qu'à un moment donné, il faut travailler ensemble, il faut parler. Donc tout ça pour moi, c'est des ingrédients qui me font dire que on ne peut plus faire comme avant. On est obligé d'avancer, on est obligé de se moderniser, on est obligé d'ouvrir, d'élargir les champs, on est obligé de tenir compte des uns et des autres, et parce que c'est quasiment la survie du pays qui en dépend, et je pense que c'est des choses qui vont se faire de façon naturelle. Okay. Merci, M. Diawara. Écoute, je vais tourner la caméra un tout petit peu. Je ne suis pas prêt pour... Bon, M. Camara, tu as quelques années de moins, je crois, que M. Diawara, malgré tout. En tant que jeune, comment vous voyez ces questions? Comment vous voyez que Je crois que Wali, il a répondu à tous les problèmes de... Vous, votre rôle, c'est quoi? C'est dans l'ID? Dans l'ID, oui. Je fais partie du pôle santé de l'ID. D'accord. En tant que délégué santé. D'accord. Chargé du déploiement de l'ID dans les villages. Et basé en France ou... Basé en France. Basé en France. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller contacter les associations, aller contacter les villages ou... Non, contacter les villages, permettre de déployer le système de santé dans les villages à travers les citoyens qui se trouvent ici, prendre contact avec eux. D'accord, d'accord. Ok. On arrête là? Oui. Ok.